Mes chers collègues, mon général, merci tout d'abord d'avoir bien voulu attendre un petit peu parce qu'on a des votes en hémicycle, donc c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard sur notre début d'audition. Merci d'avoir bien vouloir accepter. En plus, ça vous décale votre agenda et merci d'avoir fait ce qu'il fallait. C'est la première fois que nous avons le plaisir de vous accueillir ici dans notre commission en tant que chef d'état-major des armées, une fonction que vous occupez depuis le 1er septembre dernier. Vous étiez auparavant chef de l'état-major particulier du président de la République et vous succédez au général Burkhardt, auquel je tiens à rendre un hommage appuyé. Le général Burkhardt qui s'est attaché à renouveler la vision stratégique de l'armée française, notamment avec son célèbre triptyque compétition, contestation, affrontement. Il a eu également comme ambition principale de transformer les armées dans la perspective d'un engagement de haute intensité. Il a fortement contribué à ce que la France dispose aujourd'hui de l'armée la plus efficace et opérationnelle en Europe, une armée dont l'arme essentielle est ses valeureux soldats. Dans votre ordre du jour, vous avez appelé, mon général, à de l'initiative, de la prise de risque, en précisant que l'immobilisme ou le relativisme ne seront pas acceptés, considérant la perspective de combat contre des adversaires plus massifs. Vous notez également dans ce premier ordre du jour que nous devons être craints pour être respectés. Cela fait écho aux propos du président de la République à l'hôtel de Brienne en juillet dernier, le 13 au soir pour être précis, où il affirmait avec une conviction forte: pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Nos armées sont un élément déterminant de cette puissance. Depuis 2017, nous défendons cette ambition, garantir à la France son autonomie d'analyse, de décision, d'action, lui conserver une dissuasion nucléaire robuste et crédible, ainsi qu'un rôle de puissance d'équilibre et de nation cadre au sein d'une coalition. Le PLF 2026, qui prévoit un budget de la défense en hausse de 6,7 milliards d'euros par rapport à 2025, s'inscrit dans cette ambition et l'accélère. Chacun doit être conscient que la préservation de la paix, de notre modèle de société et de notre liberté dépend plus que jamais du budget que la nation consacre à la défense de ses intérêts et à la protection de la démocratie. Mon général, comment envisagez-vous d'assurer l'application intégrale de la marche de la loi de programmation militaire et de sa surmarche en garantissant la transformation et la modernisation de nos armées? En d'autres termes, mon général, comment sera utilisé le budget consacré à la préparation et l'emploi des forces ainsi qu'à leur équipement à travers deux programmes de la mission Défense, le 178 dont vous êtes le responsable et le 146 dont vous êtes co-responsable. Sans plus tarder, après ces quelques questions, mon général, je vous cède respectueusement la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Permettez-moi, pour cette première intervention devant vous, de vous dire que je suis à la fois honoré, intimidé par l'expertise qui se concentre ici et surtout le rôle dans les temps actuels que vous avez de représenter la nation dans un moment où il me paraît fondamental d'avoir la plus grande transparence possible et la plus grande capacité d'explication vers nos concitoyens des enjeux de défense, et que je mesure en prenant ces fonctions de chef d'état-major des armées à quel point la responsabilité est immense, à la fois par le contexte, mais aussi parce que notre société fait des efforts pour sa défense. Elle le fait déjà depuis des années, mais on le voit dès 2026, il y a un effort supplémentaire qui est prévu. Et je voulais profiter de ce moment avec vous, de présentation du projet de loi de finances 2026, pour donner du sens et peut-être partager avec vous les éléments qui m'ont conduit à donner un cap aux armées pour le très court terme, et nous inscrivant
bien sûr, comme d'habitude, parce que la défense se fait sur du temps long, aussi sur une perspective de temps long. Mais moi, aujourd'hui, mon défi est de court terme. Et c'est vraiment important, je ne suis pas seul. Je lisais hier le compte-rendu d'une audition à peu près similaire au Royaume-Uni, où à la fois le ministre et le chef d'état-major des armées parlaient d'urgence. C'est un constat qui est partagé. Pourquoi cette urgence ? D'abord, un petit tour d'horizon sur notre environnement avec le regard d'un militaire qui a observé depuis plus de 30 ans dans les forces cette évolution. Une évolution qui avait été parfaitement décrite dans les revues stratégiques successives. Les conclusions ont été rendues cet été. Ce que je constate, c'est que la guerre se poursuit sur notre continent. Premier élément, c'est la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Notre continent et notre sécurité. Donc là, on est vraiment dans une proximité forte en kilomètres et aussi en rivalité stratégique. On peut tous espérer que cette guerre s'arrête. Et tout le monde travaille à l'arrêt de la guerre. Mais est-ce que ce sera la dernière fois ? Moi, je suis là pour garantir la protection des Français, protection de nos intérêts, protection de notre pays. En 2008, première attaque, Géorgie. En 2014, attaque en Ukraine, la Crimée. En 2022, nouvelle attaque. Je ne peux pas penser que ce sera la dernière. Je l'espère. Mais en tout cas, faire le pari que c'était la dernière fois et que ça n'arrivera plus sur notre continent, je pense que c'est refuser de voir une partie du risque qui pèse sur nos sociétés. La mécanique est assez simple. Aujourd'hui, on a une Ukraine qui résiste vaillamment face à une Russie qui poursuit, malgré les espoirs de dialogue qui ont été installés, qui poursuit consciencieusement un effort de guerre sur le terrain, avec des bombardements massifs du territoire ukrainien, de ses populations, de ses villes. On voit une industrie russe qui fait l'objet de toutes les priorités pour se durcir, renforcer sa capacité de production. Aujourd'hui, la capacité de production industrielle russe est largement supérieure à celle des pays européens, dans les domaines critiques, notamment des munitions et des équipements clés. En tout cas, ils produisent très vite. Et ils ont l'expérience de 3 ans de guerre. Donc, même si, au début de la guerre, on pouvait dire que les méthodes s'inspiraient beaucoup de ce qu'on connaissait dans les années 90, aujourd'hui, ils ont appris. Et ils se réorganisent avec un objectif clair qui est d'être capable d'affronter l'OTAN. On sait que c'est la lecture de Moscou sur ces risques. Mais en tout cas, ils se réorganisent, ils s'adaptent et ils apprennent. Et ils ont un tissu industriel qui est totalement mobilisé pour ça. Et même si on peut imaginer qu'une fois la paix signée, ou en tout cas l'arrêt des combats prononcé, il y ait des réorientations. Le niveau d'effort aujourd'hui sur l'industrie de défense russe fait que ça posera des difficultés. C'est-à-dire que la Russie va continuer de s'armer pendant des années. Deuxième aspect, pour la première fois, des alliés de l'OTAN ont tiré sur des objets militaires russes qui avaient franchi les frontières de l'OTAN. Que ce soit intentionnel ou pas, le fait est que des drones ont franchi les frontières. Alors des drones, on dit des drones, c'est des petits avions. À une autre époque, on aurait appelé ça des avions. En tout cas, aujourd'hui, c'est des drones qui ont passé la frontière en Pologne, qui l'ont passé en Roumanie. Ce sont des MiG qui ont traversé l'espace aérien estonien. Ce sont des drones qui ont survolé le Danemark et des actions hybrides dans beaucoup de champs. On a eu les cercueils ou les têtes de cochon en France. Donc en fait, très clairement, il y a une désinhibition du recours à la force, une désinhibition par rapport à l'intimidation, et puis une action déjà en cours pour essayer de fragiliser nos sociétés, parce que notre force, c'est notre solidarité, c'est notre unité.
Donc moi, aujourd'hui, le premier constat, c'est que la Russie est un pays qui peut être tenté de poursuivre la guerre sur notre continent. Et c'est l'élément déterminant dans ce que je prépare. Alors il n'y a pas que la Russie, la menace terroriste reste présente. Et donc on voit les évolutions aujourd'hui Proche et Moyen-Orient, avec une Syrie qui tente de se stabiliser, mais on sait des groupes terroristes qui ont repris des forces, qui ont migré beaucoup sur le continent africain, et un continent africain où des États sont aujourd'hui en grande difficulté pour contrôler leur territoire face à des groupes caïdistes ou inspirés de Daesh, avec en plus un phénomène de contamination, c'est-à-dire que les techniques utilisées sur le front entre l'Ukraine et la Russie sont repris dans des luttes de puissance indirecte. Clairement, des vétérans qui apprennent à des groupes à lutter contre des Russes qui sont présents en Afrique. En tout cas, le fait est que des terroristes, aujourd'hui, utilisent des drones comme des combattants ukrainiens ou des combattants russes pourraient le faire sur le front. Ce qui pose, si jamais c'était transplanté dans nos sociétés, naturellement des enjeux importants pour la protection de nos concitoyens. Le Proche et Moyen-Orient, je continue avec une quantité de fronts ouverts après les terribles attentats dont a souffert Israël en octobre 2023, et puis une riposte militaire qui a conduit à une situation humanitaire absolument catastrophique et qui s'est poursuivie par un Liban qui aujourd'hui essaye de renforcer sa sécurité, sur lequel on est très présent, une Syrie recomposée qui essaye de se stabiliser, et puis des affrontements avec l'Iran qui, s'il reprenait, poursuivrait de déstabiliser cette région et les équilibres. On est, nous, très concernés. Je pense que vous, élus, avez un regard particulier aussi sur tous les transits qui se font par voie maritime et qui sont menacés, en tout cas qui sont sous le coup potentiel d'attaques des Houthis et des missions que l'on réalise pour les protéger. Notre marine a ouvert le feu à de nombreuses reprises en mer Rouge. Là aussi, quand on regarde le monde tel qu'il est, c'est quelque chose qui n'était pas pensé il y a encore 5 ans. Donc ça, moi, c'est ma réalité aujourd'hui. Je poursuis vers l'Indo-Pacifique avec, sur un autre registre, des enjeux différents, mais le constat de cette grande réunion, de ce grand défilé militaire organisé par la Chine début septembre, qui a marqué, je pense, tous les esprits par le niveau de perfection de ce qui était montré en termes d'ordre et donc d'unité et de détermination, mais aussi d'équipement, avec des missiles de très longue portée, des drones de tout type, une gamme d'équipements qui, je pense, reflète bien le passage du Made in China à Made by China, c'est-à-dire une qualité de production d'équipements qu'il faut absolument prendre en compte. Et donc la question pour moi, dans cette rivalité que l'on observe entre États-Unis et Chine, c'est à quel moment cette puissance démographique, cette puissance économique, cette puissance qui affirme un leadership différent au plan international, utilise sa puissance militaire et décide de passer à une autre approche du monde. On le voit, il y a un grand professionnalisme chinois aujourd'hui dans les interactions que nous pouvons avoir avec nos moyens militaires lorsqu'ils transitent dans la région. Mais il y a malgré tout cette volonté de redéfinir les règles internationales. Et la France, par son action militaire, rappelle en permanence son attachement au respect des règles internationales. Quand je vais en Indo-Pacifique, je pense naturellement, alors c'est que partiel parce qu'il faut poursuivre bien sûr du côté pacifique et américain, mais je pense à nos outre-mer où ce qui affecte également l'Hexagone, l'effet climatique, les défis d'environnement sont très importants. Et là aussi, l'action des armées est majeure. On l'a vu après Chido à Mayotte, avec des aspects très pratiques. La capacité à acheminer très rapidement
les soins, l'eau, tout ce qui était nécessaire à la population dans les premiers temps. Et puis des choses très concrètes, la communication, où on a utilisé les capacités spatiales qui étaient disponibles à ce moment-là pour communiquer. Elles n'étaient pas européennes. Le défi des Outre-mer, pour moi, est un défi important. J'observe en surveillant les cartes du respect des zones économiques françaises que la France fait respecter ces zones économiques, là où les insulaires locaux ont beaucoup plus de mal quand ils n'ont pas la puissance de la France. J'ai parlé rapidement de l'Afrique, sur laquelle on a changé notre approche, mais sur lesquels les défis sont tout aussi importants. Et on l'a vécu encore récemment à Madagascar, où ce qu'on a observé au Sahel, avec un mouvement d'une jeunesse qui aspire à d'autres choses, poursuit son phénomène largement au-delà de la zone du Sahel. C'est quelque chose qu'il nous faut prendre en compte. Donc les objectifs, pour moi, c'est vraiment qu'au niveau de la défense, on prenne en compte la réalité de cette situation, qui ne nous fait pas plaisir, parce qu'effectivement, ça craque de toutes parts. Et il y a un risque sur notre sécurité qui est évident dans différents domaines. Forcément, nos partenaires ont un rôle clé, et au premier rang desquels les États-Unis. Je pense que mon constat serait incomplet si je ne parlais pas des États-Unis. J'ai la chance d'avoir eu de nombreux échanges depuis mon arrivée en poste avec le chef d'état-major des armées américain, et également le commandeur suprême pour l'Europe à l'OTAN, qui est également le responsable des forces américaines en Europe. Je peux vous dire à quel point mes partenaires militaires sont dans une relation extrêmement positive, avec une volonté de rester des alliés très proches, conscients des défis à l'échelle du monde, et conscients que leur sécurité dépend aussi d'une Europe forte. Pour eux, il y a un alignement, en tout cas c'est leur regard, mais je voulais le partager avec vous. Ils estiment qu'il y a un alignement déjà opéré entre Corée du Nord, Chine, Russie, Iran. Seuls, ils ne peuvent pas faire face à l'ensemble de cette puissance rassemblée. Je pense que ma lecture n'est peut-être pas aussi définitive, mais en tout cas, il y a une qualité dans le dialogue qui est vraiment unique, et un partenariat qui est très fort, une volonté de travailler ensemble. Mais depuis Obama, on voit bien qu'il y a une bascule qui se fait vers d'autres priorités que l'Europe. Cette priorité, c'est l'Asie, on le sait, c'est la Chine, et des Américains qui, depuis des années, nous demandent de prendre nos responsabilités. Et dans la discussion que l'on a aujourd'hui sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'était une des parts importantes de la discussion. Il fallait que les Européens montrent qu'ils étaient capables d'apporter des réponses et de ne pas commencer le dialogue en demandant ce que les Américains pouvaient faire pour nous. Et c'est la dynamique que l'on essaye d'avoir en franco-britannique aujourd'hui, dans cette coalition des volontaires. C'est montrer, et ça se fait, puisqu'aujourd'hui, il y a un état-major au Mont-Valérien qui réunit de nombreux pays européens qui réfléchissent ensemble à la manière de sécuriser l'Ukraine. Et au-delà de l'Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe qui est en jeu, qui travaillent ensemble. Il n'y a pas d'Américains dans la pièce. Alors, derrière ça, malgré tout, je dois intégrer l'incertitude. Et ça fait partie des éléments dans le déploiement de forces de main et la capacité à réaliser des opérations avec une coalition. Il y a quand même, tous nos partenaires témoignent de l'incertitude que crée le président américain aujourd'hui dans sa façon de gérer les affaires du monde. Là-dessus, moi, je ne porte pas de jugement. Ce que je constate, c'est que les Américains nous demandent de prendre nos responsabilités, nous demandent d'être une Europe forte pour les aider face aux défis futurs, et qu'il y a aujourd'hui une France qui est très écoutée en Europe parce qu'elle a une crédibilité de défense, une crédibilité militaire importante, et qu'elle est attendue pour montrer l'exemple. Parce que malheureusement, et la ministre des Armées l'a signalé hier, on n'a plus des outils de régulation internationaux qui fonctionnent véritablement efficacement.
On a aujourd'hui à peu près 800 soldats casque bleu dans la finule. Dans les moments de tension qu'il y a eu entre Israël et le Liban, et surtout les bombardements sur le Hezbollah, on n'a pas senti l'ONU très présente pour apaiser, en tout cas être capable d'apaiser la situation. En République démocratique du Congo, la même chose. Donc, tout en appuyant au maximum l'Organisation des Nations Unies, les constats, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus une entité qui nous permet de réguler les conflits. Pour moi, en tant que responsable militaire, c'est un élément important. Et je vois même dans les attitudes et les contacts que je peux avoir, l'effet BRICS+, de ces 10 pays majeurs qui ne reconnaissent pas un ordre international qui a été composé sans eux. Ou en tout cas, pas avec la même place à table. Et ça, pour moi, c'est des bascules que je ressens dans les contacts militaires et dans les travaux que l'on peut mener sur des formes de coalition. La Chine, le Brésil, l'Inde sont des acteurs, les pays golfiques sont des acteurs qui aspirent à plus de considération dès la constitution des coalitions. Et en l'absence de ces outils de régulation, c'est un peu la loi du plus fort qui prime. C'est le moment où les énergies se libèrent sans être compensées immédiatement. Et donc c'est un peu l'encouragement à la force. Vous connaissez, vous saurez mettre des noms de pays sur toutes les crises qui sont aujourd'hui ouvertes. Mais pour moi, c'est un facteur important. Ça veut dire qu'effectivement, il faut être craint. Parce que le fort, s'il estime qu'en face de lui, il a quelqu'un de faible, il peut passer à l'action. Et je pense que c'est le calcul de Moscou, qui nous considère aujourd'hui comme trop faibles. C'est sa perception. Moi, je sais à quel point nos armées sont fortes. Je sais à quel point la France fait attention à sa défense. On parle aujourd'hui de finances. Depuis 2017, on a engagé un effort exceptionnel dans notre défense, avec des résultats concrets. Je pense que vous avez tous vu le défilé du 14 juillet, qui pour moi était une illustration de cet effort. Pour la première fois, on a vu une armée de terre défiler avec des équipements modernes, un tournant vers l'innovation, des drones qui apparaissent sur les Champs-Élysées. Notre aviation était d'une toute autre nature. Et dans le domaine naval, j'étais récemment sur une frégate en Méditerranée. J'ai été impressionné par la préparation de l'équipage, qui avait une conscience extrême de la situation, parce qu'il venait de surveiller ce qui se passait au Proche et Moyen-Orient, surveiller l'Iran, passer en mer Rouge en protection de notre flotte commerciale et partait vers l'Asie. Je peux vous dire que l'équipage avait parfaitement compris la situation internationale. Il était à une semaine du passage en mer Rouge, toutes les procédures de tir étaient parfaitement rodées. Donc on a des armées très conscientes, très prêtes, mais malgré tout, la perception aujourd'hui de la Russie, c'est que l'Europe collectivement est faible. Donc moi, le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans 3-4 ans, qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. L'effort qui vous est proposé de réarmement et qui commence par cette année 2026, pour moi, il est fondamental. Déjà dans les perceptions. Si nos rivaux, potentiels adversaires, perçoivent que nous consacrons un effort pour nous défendre et que nous avons cette détermination, alors il peut renoncer. S'il a le sentiment qu'on n'est pas prêt à se défendre, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter en fait. Et malgré la vaillance de nos soldats, malgré la vaillance des soldats ukrainiens aujourd'hui, toutes les semaines, la Russie grignote un peu de terrain. Parce que les paramètres sont connus, c'est la capacité de production industrielle et la capacité humaine. Et pourtant, on a tout pour être sûr de nous. Il y a un rapport de 1 à 4 entre le niveau démographique, enfin la population
des Européens, si on considère déjà simplement l'Union européenne, sans aller jusqu'au tout le continent. Mais en économie, en démographie, en savoir-faire, en niveau de technologie, en capacité de production industrielle, la Russie ne peut pas nous faire peur si on a envie de se défendre. Et ça, pour moi, c'est le deuxième axe dans ma priorité. J'ai entendu certains s'émouvoir de la capacité de l'artillerie française à tenir un front, du nombre de soldats français dans les armées. Moi, je ne demande pas plus de soldats à l'avenir que ce qui est prévu dans la loi de programmation militaire. Je demande en revanche à ce qu'entre Européens, on soit plus fort. La bonne échelle pour faire face à nos défis, c'est l'Europe. C'est une approche très pragmatique du nombre et de la quantité. En travaillant ensemble, en étant forts ensemble, je pense qu'on est capable de faire face à tous les défis. Et la France a un leadership qui est capable d'entraîner les Européens. Comment ? Et c'est l'une de mes préoccupations, je l'ai exprimé, c'est l'effort des Français, l'effort de chaque citoyen en Europe, de bonnes dépenses. Il y a, quand on compare nos modèles d'armée avec les États-Unis, si on se met à peu près dans des proportions équivalentes en nombre d'hommes, on a à peu près 8 à 10 fois plus de plateformes dans chaque domaine terrestre, aérien, naval, en Europe qu'aux États-Unis. Chaque plateforme fait l'objet d'un développement qui est financé par nos sociétés. Je pense que si on réduisait, sans dire une seule, mais si on réduisait déjà entre Européens, en achetant ensemble, en développant ensemble, en réduisant le nombre de standards, on serait plus fort. On dépenserait mieux. Le deuxième élément, c'est que pour opérer quelque part, il faut réduire le flux logistique et la complexité de la logistique. À chaque fois que vous mettez un équipement différent, c'est un flux logistique différent. Aujourd'hui, on s'interroge tous sur l'économie de guerre et la capacité à produire vite, pas cher, en plus grande quantité. Bon, une petite entreprise, parce qu'elle produit pour un petit pays, ne peut pas produire plus que la taille pour laquelle elle est conçue. On a besoin de champions en Europe qui aient une capacité d'adaptation beaucoup plus forte. Et là-dessus, c'est des questions d'échelle. On est dans de la physique pure. Mon deuxième axe, c'est l'Europe. L'Europe parce que c'est la bonne taille face aux défis auxquels on fait face. Le troisième point, c'est notre nation de manière plus large, avec un rôle important de la réserve. Et donc la réserve va faire l'objet d'un effort particulier dès 2026, avec surtout une remontée en puissance du volume, des jours d'activité qui seront réalisés et des réponses à tous les gens qui voudront s'engager dans la réserve. Mais cette réserve, c'est pour moi le premier complément nécessaire à une armée professionnelle. Et derrière, il y a une question de résilience de la nation. C'est tous les travaux qui sont en ce moment en cours. Le président nous a demandé de faire un travail sur un nouveau service. Ça fait l'objet en ce moment de nos études. Il n'y a pas de conclusion. Mais en tout cas, pour moi, on est dans la capacité de la nation à se mobiliser et à tenir si jamais elle a un choc important dans les années à venir. Les armées ne seront pas prêtes à 100%. Je pense qu'aujourd'hui, il est hors de portée d'avoir un système très professionnel à la taille de tous nos adversaires, prêt à 100% tout le temps. On ne sera pas prêt à 100%, on sera peut-être à 80%, et on comptera sur la mobilisation de la nation dans tous les domaines pour apporter les pourcentages qui nous manquent et l'adaptation nécessaire. Et c'est ça pour moi le grand défi sur lequel on doit travailler. On va réaliser un exercice important Orion en 2026 qui va tester dans le domaine de la santé, par exemple, comment est-ce qu'on se mobilise pour accepter, recevoir correctement on passera de quelques morts en opération à aujourd'hui, quand vous voyez les chiffres ukrainiens, on est dans des proportions terribles. Quand on fait des exercices majeurs avec nos alliés, parfois, ce qui limite la capacité de combat, c'est le soutien sanitaire. Et donc, dans les efforts que l'on va réaliser, qui vous sont proposés, vous avez également un effort sur la santé militaire, la médecine des forces et, à plus long terme, l'amélioration des capacités d'hospitalisation pour nos soldats.
Voilà, j'ai été un petit peu long. Je suis vraiment ouvert à toutes vos questions. Vous l'avez compris, des défis très importants, un sentiment d'urgence. Je ne l'ai pas trop développé, mais les systèmes complexes qui équipent nos forces aujourd'hui, les munitions, qui sont des munitions qui font la différence sur le terrain. Les missiles, par exemple, que nos frégates embarquent et qui permettent de contrer les missiles outils, mettent 3 ans à être produits. Donc quand je donne un objectif à 3-4 ans, ça veut dire que les décisions, c'est aujourd'hui. On a beaucoup de freins. On a beaucoup de freins, c'est une culture d'une Europe qui a vécu en paix et d'un pays qui a inscrit le principe de précaution dans sa constitution, donc qui n'aime plus prendre des risques. Et moi, je veux qu'on prenne des risques. Parce que si on ne prend pas de risques, on ne sera pas à la hauteur. Et le risque, c'est aussi un autre regard sur les normes, et c'est là que j'ai besoin de vous. Les normes qui s'appliquent de manière uniforme à toute la société, y compris la défense, elles sont là pour nous aider. Mais il y a un moment, elles nous freinent, ou elles nous font dépenser inutilement l'argent du contribuable. Quand je vois qu'on construit dans des régiments d'élite des chambres pour personnel handicapé, parce que c'est le standard et c'est la norme, je veux dire, on marche sur la tête. Pendant ce temps-là, j'ai des chambres qui sont insalubres que je n'arrive pas à restaurer. Mais on applique la norme. Et là, on est dans un moment où il faut ne pas faire sauter les normes pour faire sauter les normes, mais introduire une approche par la maîtrise des risques. Et ça, on sait le faire. Je pense qu'on sait le faire, collectivement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Les normes étaient aussi une des choses que nous avons posées ce matin avec, entre autres, le DGA et le SGA aussi. Et vous pouvez compter sur nous, en tout cas, pour pousser, sachant que la loi, nous pouvons la changer. Parfois, la réglementation, c'est aussi en interne des ministères, et vous le savez bien, parfois qu'on a besoin aussi en interne de toute organisation que les chefs soit de vrais chefs et le courage, comme vous l'aviez dit dans votre ordre du jour, de prendre le risque tout en restant dans les bonnes pratiques. Nous passons à présent aux orateurs de groupe et nous allons commencer par le rapporteur du budget R, Franck Giletti, pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président, mon général. Le groupe Rassemblement national et moi-même vous adressons toutes nos félicitations pour votre nomination et vous souhaitons de la réussite dans la tâche qui vous est confiée, tant nous savons qu'elle est difficile et heureux de voir un aviateur à la tête de nos armées. Permettez-moi néanmoins d'ouvrir mon propos avec gravité. La situation budgétaire de notre pays est certes dramatique, mais celle de notre défense, hélas, n'est pas plus encourageante. La France se découvre vulnérable, non pas faute de soldats courageux ou d'industriels talentueux, mais faute de vision claire, de sincérité budgétaire et de continuité dans l'effort de défense. La LPM devait être ce cap, l'un des socles de notre souveraineté. Mais à la lecture des rapports parlementaires sur son exécution, une question s'impose. Est-ce que cette LPM, déjà contestée dans sa conception, sera seulement tenue ? Les signaux sont inquiétants, les articles comptables se multiplient, les engagements sont repoussés, les crédits reportés. En clair, nous avons une LPM gonflée sur le papier, mais non exécutée dans les faits. Derrière les grands discours, les armées peinent à suivre le rythme, faute de financement réellement disponible. Un énième coup de com' de la part d'un gouvernement qui cumule les promesses non tenues. Ce dernier nous promettait une LPM de cohérence. Nous, au RN, réclamions de la masse et de la cohérence. Des effectifs suffisants, des moyens en nombre, des unités capables de tenir la haute intensité dans la durée, sur le terrain, de tenir les 5 minutes de plus. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous n'aurons ni la cohérence annoncée, ni la masse nécessaire. Dans le même temps, notre industrie de défense est plus que jamais plongée dans l'incertitude. Les hausses de cadence exigées sans commande ferme, les stocks promis mais jamais reconstitués, tout cela mine la confiance. De nombreuses entreprises, des grands groupes jusqu'aux PME, doutent désormais de la crédibilité de l'État et réalisent qu'elles ont investi à leurs frais sur la base de fausses promesses, ce qui menace bien souvent leur survie économique. Et pendant ce temps, la France continue à soutenir des programmes européens lourds, coûteux et bien souvent déconnectés de nos intérêts stratégiques, de nos besoins opérationnels et de l'impératif de souveraineté technologique. En général, vous êtes en première ligne pour constater les périls évidents de la situation actuelle. Pouvez-vous réellement nous affirmer que les armées françaises disposent aujourd'hui des moyens de tenir les ambitions affichées par la LPM, ou bien devons-nous admettre que cette programmation, minée par l'insincérité budgétaire et l'absence de vision industrielle cohérente, s'éloigne peu à peu de sa vocation première, celle de garantir à la France une défense libre, indépendante et crédible. Je vous remercie. Merci, mon général. La parole est à vous. Monsieur le député, ravi de vous retrouver également. Merci pour vos mots.
de félicitations. Sur le constat, je ne le partage pas, mais j'entends vos arguments. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a vécu depuis 2017 une évolution extrêmement positive pour notre défense. Vous le savez, vous êtes un élu de territoire, vous saviez à quel point on était pas loin du claquage. Quand en 2015, on avait atteint les limites, je pense, des réductions, tout en permettant à la France de garder des compétences dans tous les domaines, des compétences qui sont aujourd'hui essentielles face aux défis auxquels on a affaire. Donc depuis 2017, on a commencé par une phase de réparation, et aujourd'hui, on est dans une phase de modernisation qui se traduit. Quand vous discutez avec... vous avez l'occasion de le faire. Donc je sais que chacun a des contacts directs avec nos forces. Mais en tout cas, moi, quand je vais voir nos soldats, ils sont quand même aujourd'hui, ils ont le moral. Quand je leur pose des questions sur leur moral, ils sont engagés dans des missions, ils font bien leur travail, ils sont fiers de leurs équipements et ils ont confiance dans leurs équipements. Bien sûr, il manque toujours quelque chose. En plus, quand vous demandez à un soldat s'il a besoin de quelque chose, il a toujours besoin de quelque chose. Mais globalement, aujourd'hui, je n'ai rencontré, dans mes rencontres avec les forces, aucune unité, aucun soldat qui m'ait dit « Chef, on n'a pas les moyens de se battre, on n'a pas les moyens de faire la mission que vous nous demandez de faire. » Ils m'ont parlé d'autres choses. Et ça fait partie des points importants. C'est l'attention de l'État aux militaires. Et de ce point de vue-là, tous soulignent l'effet extrêmement positif de la revalorisation des grilles des militaires du rang, des sous-officiers. Et il y a beaucoup d'espoir sur la grille des officiers. C'est un point clé. Beaucoup me parlent des questions de logement et d'hébergement, des questions plutôt d'emploi des conjoints, puisqu'on a une structure sociale qui a fortement évolué. Et comme beaucoup d'entreprises, beaucoup d'acteurs dans l'État, on a eu un rapport cette année du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire qui montrait effectivement qu'il y avait un décrochage sur les conjoints qui essayaient de suivre. On a 10% de célibat géographique aujourd'hui dans les armées. C'est beaucoup. Donc il faut l'intégrer. Mais en tout cas, je ne partage pas votre regard sur le côté négatif de la modernisation en cours. La recherche de cohérence, c'est ce qu'on est en train de faire. L'effort de réarmement qu'on entame dès 2026, c'est ça. J'ai dit qu'on avait besoin de plus d'entraînement, plus de munitions. Là, ça y est, on a des drones qui arrivent, on a des munitions qui sont commandées. Ça met trop de temps à venir. Parce qu'effectivement, les délais de production industrielle sont conséquents. Mais c'est parti. Donc, oui, on n'est pas à 100% dans tous les domaines, c'est ce que j'ai dit. Il y a certainement des domaines critiques, vous avez raison. Mais la tendance est là. Et nos armées, aujourd'hui, sont prêtes à faire à mener les missions qui leur sont confiées. En 2026, on aura quand même 31 milliards de commandes et 800 effectifs supplémentaires. Donc, voilà, c'est des choses de long terme. On aimerait que ça aille vite, plus vite. Mais ça représente un effort, je pense, pour nos concitoyens qui ont plein d'autres domaines, plein d'autres secteurs d'attente. Je pense qu'on est dans le bon tempo des 3 années qui viennent. Merci, mon général. La parole est à Yannick Chenevard pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. En général, pendant 35 ans, nos armées ont subi une déflation absolument irresponsable. Un régiment sur 2 avait fermé, 11 bases aériennes, et la Marine nationale était passée de 135 à 85 bâtiments de combat. Imaginons un instant que la France ait suivi ce chemin. Heureusement, ça n'a pas été le cas depuis le 2017, une première loi de programmation militaire de réparation et la loi 2430 sur laquelle nous sommes actuellement, qui est une loi qui permet de remonter en puissance et de faire face. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, mon général. La guerre en Ukraine retient évidemment notre attention. On s'adapte, on apprend.
Mais il n'y a pas que la guerre en Ukraine qui doit retenir notre attention, et la partie Asie, Indo-Pacifique, ne doit pas être négligée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de tirer les enseignements de la mission Clemenceau 25, et les armées l'ont fait, et c'est tout à fait intéressant, notamment sur la place d'un groupe aéronaval dans la stratégie de puissance de la France. Alors, justement, ma première question va porter sur la permanence de l'alerte au sujet d'un groupe aéronaval, donc sur la place du porte-avions et sur le fait qu'il serait nécessaire de procéder au lancement en réalisation dès cette année. Peut-être pourrez-vous nous répondre là-dessus. Et puis, une deuxième question, car je vois le temps qui déroule. On a une marge supplémentaire d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Quelle précision pouvez-vous nous donner sur l'usage de cette marge supplémentaire à 3 milliards d'euros ? Merci, mon général. La parole est à vous. Très rapidement, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député, pour ces éléments. La mission Clemenceau, l'Indo-Pacifique, c'est totalement partagé. La permanence de l'alerte, je pense qu'il y a deux choses à considérer. Il y a, tout d'abord, le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Et là, en tant que chef militaire, je vous rejoins totalement. J'aimerais pouvoir proposer une programmation dans laquelle on ait une permanence d'un groupe aérien, parce que la projection à l'avenir, sans parler de l'objet lui-même, la capacité à projeter des moyens aériens depuis la mer reste quelque chose de fondamental dans notre stratégie. Et donc, les crises n'attendant pas le rythme des chantiers de maintenance, avoir une permanence serait très utile. Ensuite, il y a une question de cohérence d'un modèle d'armée dans lequel on a besoin aujourd'hui d'entretenir l'ensemble des secteurs de notre défense qui sont utiles face aux menaces auxquelles on est confronté. Dans la capacité et les efforts qui sont consacrés par la nation aujourd'hui, je ne peux pas rajouter un deuxième porte-avions comme ça. Donc on va déjà faire un bon porte-avions, ce qui est une très bonne nouvelle pour la France. Mais la décision ne m'appartient pas. En tout cas, le conseil que je donnerai est effectivement de lancer la réalisation du futur, du successeur du Charles de Gaulle, dont la forme doit être interrogée, parce qu'on ne peut pas se contenter de reproduire un outil qui a été conçu au milieu du siècle dernier. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument être critique. C'est-à-dire la nécessité de projeter de la puissance depuis la mer est essentielle. La manière de le faire doit être vue. En tout cas, adapter et intégrer tout le potentiel des technologies qui existent aujourd'hui. Vous avez vu que les Iraniens, je vous donne cet exemple-là, les Iraniens savent aujourd'hui tirer des missiles balistiques de courte portée en les mettant dans des conteneurs sur des bateaux qui n'ont plus rien de militaire, qui ressemblent beaucoup à des tankers lambda, mais qui posent des problèmes de défense à nos pays. Donc c'est là-dessus où il faut, nous, en permanence, s'interroger et ne pas reproduire ce que l'on connaît parfaitement. Merci, mon général. La parole est à Manuel Bompard pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Général, bonjour. Félicitations pour votre nomination. Le programme 178, dont vous avez la responsabilité, voit ses crédits de paiement augmenter de 1,2 milliard d'euros. Cette hausse est en grande partie artificielle, puisqu'elle intègre une augmentation du budget pour les opérations extérieures de près de 300 millions d'euros, un transfert de crédits issu du programme 212 lié à la création du commissariat du numérique de défense pour environ 250 millions d'euros, ainsi qu'une hausse de la contribution à l'OTAN de plus de 200 millions d'euros. Au total, l'augmentation réelle pour les forces représente donc environ 450 millions d'euros au sein de votre programme, sans même parler de l'effet de l'inflation. Or, le budget général qui nous est présenté contient à la fois la marche prévue par la loi de programmation militaire et la nouvelle surmarche introduite dans ce projet de loi de finances. Pouvez-vous donc nous préciser ce qui, au sein des 450 millions d'augmentation réelle de votre programme 178, relève de la trajectoire initialement prévue par la LPM et ce qui découle de la nouvelle surmarche? Voici ma question pour le cadre général du budget. S'agissant maintenant d'une action plus précise de votre programme, l'élu marseillais que je suis s'étonne de constater la baisse des crédits et des engagements consacrés à la fonction santé, alors qu'un nouvel hôpital militaire doit être construit à Marseille.
En effet, les autorisations d'engagement diminuent de 7,5%, soit près de 20 millions d'euros, tandis que les crédits de paiement reculent de plus de 40 millions d'euros, soit une baisse de plus de 17% par rapport au dernier budget. Pourquoi de telles diminutions qui semblent aller à l'encontre de tous les scénarios de préparation à un engagement majeur, objectif pourtant affiché de cette loi de programmation militaire? Je vous remercie. Merci, mon général. Non, merci beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres que la ministre hier a largement parcouru, mais vous dire qu'effectivement, il y a quand même une augmentation d'1,2 milliard sur le programme 178 sur l'année 26. Et que, pour moi, ce qui reste la priorité, c'est effectivement la préparation des forces. Sur l'année 2026, cette augmentation, elle va être surtout qualitative. À partir de 2027 et 2028, on a une augmentation importante de la préparation des forces, à la fois qualitative et quantitative. On a des secteurs dans lesquels aujourd'hui, on a une activité qui est très correcte pour notre préparation. On en a d'autres, on le sait, des secteurs un petit peu faibles. Je pense à des unités blindées, par exemple, où il faut impérativement réaugmenter les standards d'entraînement. Ce que l'on fait, je pense que c'est intéressant de noter qu'on a des activités qui nous permettent aussi de nous préparer mieux, même si en nombre d'heures passées, ça reste assez faible. Aujourd'hui, les déploiements qui sont faits sur le flanc est de l'OTAN, qui ont une vocation défensive, permettent d'avoir des conditions d'entraînement avec nos alliés qui rassemblent tous les moyens qui permettent de simuler des actions de combat de haute intensité, ce qu'on a beaucoup de mal à faire typiquement chez nous. Donc, si vous allez en Roumanie, par exemple, j'ai pu assister à des manœuvres où vous aviez simultanément des opérations de reconnaissance, des drones qui opéraient, des chars Leclerc qui tiraient, des experts du génie qui allaient faire du bréchage sur le camp, c'est-à-dire libérer les obstacles, des démineurs qui étaient en action. Toute cette concentration d'activités, c'est ce qu'on est en train de développer dans les exercices que l'on fait. Vous avez vu Polaris pour la marine, qui est un exercice également très important, très complexe. Et puis on va avoir Orion en 2026, je parle de qualité, où là aussi on a à la fois une manœuvre militaire qui associera la nation, qui associe de nombreux acteurs internationaux sur des scénarios exigeants. Donc vous avez raison, en 2026 ne nous permet pas d'atteindre immédiatement les niveaux d'entraînement que j'aimerais avoir, mais on est dans une phase de montée en puissance dans laquelle moi j'ai une totale confiance, avec une amélioration qualitative et quantitative qui se développe jusqu'en 2029. Merci, mon général. La parole est à Marie Recalde pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président général. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir au sein de la Commission de la Défense, vraiment, et vous féliciter, après mes collègues, d'y accueillir le chef d'état-major des armées, mais aussi l'aviateur. C'est la députée d'une circonscription très aérienne qui vous parle, et donc c'est un grand plaisir. Je partage le sentiment d'urgence que vous avez évoqué au travers de votre propos préliminaire. Donc être prêt, donc parlons des matériels et parlons des hommes. Sur la partie matérielle, en tout cas plus exactement de notre BITD, les majors bien sûr, mais parlons aussi de la supply chain qui souffre beaucoup. Et l'augmentation importante, notamment des restes à payer, impacte très directement la BITD. Au 31 décembre 2025, on compte un certain nombre de restes à payer, que ce soit sur le programme 144, le 146, le 169, le 178 ou le 212. Et cette augmentation importante réduit la visibilité des grands ensembles et limite l'impact positif de la prise de commande. Donc il est incontestable que la montée en puissance de la BITD est aussi importante que la montée en puissance de nos forces armées. Disons que leurs deux destins sont liés. L'accélération budgétaire qu'il faut noter et saluer va-t-elle permettre d'atteindre les objectifs pour 2035 sans retard? Y aurait-il un autre modèle de commande à imaginer pour enfin donner une meilleure visibilité à notre BITD? Et puis pour ce qui est des hommes, je voudrais parler de la réserve, vous l'avez évoqué. L'objectif affiché d'un réserviste pour un militaire d'actif fait sens au vu des besoins d'un engagement de haute intensité. L'objectif de la fin de l'année 2025 sera-t-il atteint? C'est une question. L'objectif de 100 000 réservistes
Est-il réaliste? Probablement. Mais du point de vue qualitatif, l'exercice budgétaire 2026 prend-il bien en compte certains besoins, en particulier le besoin de formateurs? Quid du contrat opérationnel de la réserve? Et quelles mesures peuvent être prises pour améliorer l'intégration des réservistes dans les unités d'actifs? Et je partage votre propos pour l'adaptation de la société entière à la résilience et à la mobilisation nécessaire pour faire face. Merci, mon général. Merci beaucoup, Madame la députée, pour vos mots et les sujets qui sont soulevés. En termes de réservistes, on sera à 47 000 à la fin de l'année. Et la loi de programmation prévoyait une montée en puissance de la réserve un peu en spatule de ski. On était dans la partie un peu plate du ski et là on arrive dans la spatule. Donc on aura 5200 réservistes supplémentaires en 2026. Les objectifs qui ont été fixés seront tenus. Moi j'y attache vraiment une très grande importance parce qu'aujourd'hui les armées fonctionnent grâce à la réserve. Je pense que vous avez signalé une thématique qui est majeure pour les armées, qui est l'interrogation sur la masse. J'essaye d'être lucide sur ce que l'on peut faire et ce que je peux promettre aux armées et vous recommander. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait mentir que de proposer un modèle dans lequel on aurait une armée professionnelle de 2 fois la taille de celle qu'on a aujourd'hui, 2-3 fois la taille. Je pense que notre pays aujourd'hui, je ne me vois pas demander un effort de la sorte à notre pays. Ça veut dire que la masse, on l'aura autrement. Et c'est les 2 axes que j'ai fixés aux armées. Le premier, c'est l'Europe, c'est-à-dire l'union fait la force. Si on est ensemble, on est plus fort que tout seul. Et la véritable masse gelée par le continent. Et ensuite, j'ai la masse par le pays. C'est le lien avec la nation. Donc cette masse, c'est des réservistes qui apportent des compétences exceptionnelles dont on a besoin. C'est aussi des réservistes qui sont des citoyens qui ont envie de s'engager, mais qui ont choisi une autre voie que celle de porter l'uniforme en permanence, qui ont une activité professionnelle ou pas d'activité, qui veulent être réservistes et qui viennent contribuer à la défense, qui en maîtrisent parfaitement les règles, le fonctionnement, les enjeux, et qui, le jour où on aurait un grand problème, participeraient immédiatement à la défense. Et c'est aussi notre jeunesse qui, je l'entends dans les discussions que je peux avoir au travers des amis, des enfants, des jeunes que j'ai été rencontrés à la journée de défense citoyenneté, qui sont curieux parce qu'ils sentent bien qu'il se passe quelque chose. Ils sont hyper connectés. Ils sentent bien qu'il y a des menaces sur le pays. Et ils aimeraient apprendre un minimum de base pour participer à la défense. Il y a une jeunesse qui a envie de s'engager. Les armées sont très jeunes. J'étais à l'hôpital Percy il y a quelques jours pour rendre visite à nos blessés. J'ai rencontré un soldat de Sentinelle, il avait 19 ans. Ça faisait 1 an qu'il était engagé, il avait les yeux qui brillaient, il était heureux. Donc on a une jeunesse qui veut s'engager et cette masse, pour moi, c'est la combinaison de cette réserve, de cette volonté d'engagement de la nation et de notre capacité à mobiliser toute une nation pour fonctionner si jamais on a un grand problème. Ça n'est pas de porter un modèle où on est 2 fois plus nombreux. Sur le rythme de notre base industrielle de défense, c'est un véritable enjeu. Je pense que vous avez pu questionner le délégué général pour l'armement, Emmanuel Kiva, ce matin. Pour moi, c'est un domaine d'adaptation nécessaire de notre société. Mais je suis aussi lucide sur les années qu'on a passées. Pendant des années, et vous l'avez signalé, monsieur le député, on était à des niveaux, on était plutôt dans des déflations. Donc l'heure n'était pas à la commande massive. On a la chance en France d'avoir des industriels extraordinaires, qui font des produits qui savent permettre aux armées françaises de remporter la victoire sur n'importe quel ennemi aujourd'hui. C'est l'excellence française. Maintenant, cette base industrielle est marquée par des années de faibles commandes
Et on est dans un moment stratégique où on lui demande de produire vite, beaucoup, pour rattraper aussi des stocks qui étaient faibles. Donc il n'y a pas de transformation immédiate, il y a d'excellents travaux qui sont réalisés sur tous les enjeux autour de la base industrielle. Je serais trop réducteur, mais en tout cas, vous avez raison d'un point de vue utilisateur et responsable des armées. J'ai besoin qu'on puisse produire plus vite, en plus grande quantité, et de ne pas faire uniquement du high-tech, mais aussi du bas-coût rustique. Merci, mon général. La parole est à Jean-Louis Thiriot pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Mon général, je tenais d'abord à m'excuser de ne pas avoir entendu votre propos initial. J'étais malheureusement obligé de rester dans l'hémicycle. Je tiens aussi à vous féliciter de votre nomination. Nous avons travaillé ensemble à l'édification de la LPM. Maintenant, nous sommes sur le rehaussement de la LPM. Après les marches, la surmarche, c'était évidemment un beau défi. À l'heure où vous prenez vos fonctions, je voudrais vous interroger sur 2 sujets. Le premier, la Commission européenne a produit un document, Defense Readiness Roadmap, qui, me semble-t-il, insiste beaucoup sur le bouclier et assez peu sur l'épée. On a le European Space Shield, le European Air Shield et le Eastern Flank Watch. 2 questions sur ce. Pardonnez-moi, la commission, les documents sont en anglais. Dans cette dialectique de l'épée et du bouclier, n'avez-vous pas une inquiétude sur le fait qu'on soit sur une ligne Maginot à l'Est? Vous avez évoqué vous-même les missiles qui pouvaient partir d'un bateau. Spiderweb a montré qu'on pouvait avoir des drones qui partaient d'un peu partout. Donc, quel est votre regard là-dessus? Et pensez-vous qu'il faille une voie française qui intègre l'épée à travers la capacité de frappe dans la profondeur conventionnelle pour mettre l'adversaire devant un dilemme et être capable de lui causer des dommages sérieux? Je pense notamment aux réflexions sur le missile balistique terrestre, soit en national avec Ariane, soit dans le programme ELSA. Et deuxième sujet où j'aimerais avoir votre regard, c'est que dans le cadre des conflits hybrides, on peut avoir des enjeux de défense opérationnelle du territoire majeur. Donc, comme chef d'état-major des armées, quelle est votre vision et vos ambitions pour la DOT sur le territoire national? Merci, mon général. La parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Très heureux de vous retrouver dans cette enceinte. Vous posez la bonne question de l'équilibre entre l'épée et le bouclier. Bon, ma première remarque, elle est un petit peu ce que l'on fait ici. C'est-à-dire que la défense est une responsabilité nationale. Et finalement, je viens vous rendre compte, chef d'état-major des armées, de ce que l'on propose et de l'état de notre défense. Je ne le fais pas à Bruxelles. Si j'ai malheureusement un soldat qui disparaît demain, ce sera bien nos autorités qui verront les familles. Donc, je dois vous avouer que je suis assez interloqué par les prises de parole qui laisserait penser que les choix se font ailleurs que dans les nations. Ensuite, je pense qu'il est nocif de laisser penser à nos concitoyens qu'il existe un bouclier parfait. En fait, très sincèrement, les drones peuvent nous exciter, mais ce n'est pas un enjeu vital pour nos sociétés. On a aujourd'hui des moyens de parade qui sont en train de se développer. Les puissances dont j'ai pu parler dans mon propos introductif ont autre chose que des drones dans leur arsenal pour venir poser un problème à notre société. Donc, miser de l'argent sur une espèce de mur anti-drone, c'est perdre de l'argent. C'est effectivement faire la ligne Maginot au XXIe siècle. On aurait raté un épisode. Sur le missile balistique terrestre ou tactique, en tout cas la capacité de frappe dans la profondeur. Point important pour moi, puisque dans une manœuvre de combat, la capacité à frapper au-delà des quelques kilomètres de portée, donc sur des centaines de kilomètres, est fondamentale. Aujourd'hui, on a les lance-roquettes unitaires qu'il faut absolument renouveler. Donc ça, pour moi, c'est une priorité
dans les réarmements. Il y a des études qui sont menées avec les Européens sur tout un panel de capacités de frappe dans la profondeur. Pour moi, il y a quelque chose à bien synchroniser parce que tout est une question de choix et de priorité. Je pense que dans le combat futur, la capacité à atteindre les centres, les postes de commandement, les centres logistiques, les centres de production, les centres énergétiques d'un ennemi reste très important. Le moyen, ensuite, il faut le définir. Ça peut être, on avait classiquement l'aviation qui faisait ça. Ça restera pertinent. Aujourd'hui, on voit que les Ukrainiens et les Russes utilisent des drones qui coûtent très peu cher et qui, à force d'user les défenses ennemies, passent avec des coûts unitaires très très faibles. C'est quelque chose qu'il faudra certainement explorer. On voit le potentiel des missiles balistiques qui est intéressant. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut étudier et dans les années qui viennent, la France va poursuivre ses études. En revanche, je reste très prudent sur l'aspect stratégique qui laisserait penser que l'on dissuade une capitale, en particulier une puissance nucléaire, en la menaçant avec des missiles balistiques. Je veux dire, Kiev a subi des tirs de missiles balistiques et je crois que les Ukrainiens tiennent plus que jamais. Londres a été largement atteinte pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas empêché de gagner. Donc, je fais très attention à ce qui me paraît être une évolution qui est rassurante intellectuellement, mais non pertinente militairement. Merci, mon général. La parole est à Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Général, bonjour. Félicitations pour votre nomination. Vous avez souligné les efforts des militaires français pour se préparer à la guerre de haute intensité. Le débat budgétaire est précisément l'occasion de vous fournir les moyens de cette préparation. L'un des principaux enjeux est une organisation fluide, proche du terrain, car, comme soulignent nos militaires, c'est le terrain qui commande. Nos armées s'adaptent, elles réutilisent les dispositifs de subsidiarité créés au départ pour des besoins de petite logistique afin de compenser les déficits capacitaires plus sensibles, notamment en matière de drones. Cet usage démontre leur inventivité et leur engagement. Mais il a une contrepartie, ces dispositifs ne suffisent plus à couvrir les besoins initiaux et ne permettent pas de doter nos unités de manière pleinement satisfaisante. Avec mon collègue Thomas Gassilou, nous avons donc proposé dans le rapport parlementaire Masse et Haute Technologie 2 leviers d'action. D'abord, déléguer des enveloppes en pilotage autonome à chacune des 3 armées à hauteur d'environ 100 millions d'euros chacun. Et ensuite, renforcer les enveloppes budgétaires de subsidiarité à hauteur de 100 000 euros par formation administrative, avec une distinction claire entre les usages logistiques et la dotation capacitaire légère. Cette organisation financière permettrait d'augmenter les marges de manœuvre de nos forces, de faciliter le retour d'expérience avec les industriels et de faire confiance à nos militaires dans leur préparation au théâtre opérationnel. Je la porterai au nom du groupe écologiste et social par des amendements au PLF au sein de notre commission la semaine prochaine. Ma question est simple. Quelle est votre appréciation de ces 2 propositions ? Je vous remercie. Monsieur le député, merci. Je partage totalement les principes. Et je souhaite davantage de subsidiarité. Je crois au génie du terrain et je crois à la capacité aux gens qui sont confrontés aux problèmes de trouver les bonnes solutions. En acceptant ça, on doit collectivement accepter l'erreur et peut-être une perte d'efficacité dans la dépense. Parce que parmi ces initiatives, il y en a qui seront peut-être à contretemps des évolutions qui n'auront pas été vues sur le terrain et que vous auriez peut-être perçues au niveau central. Mais en tout cas, sur les valeurs, il y a quand même une mécanique de tuyaux financiers à réaliser pour aboutir à des enveloppes dont les 3 armées puissent bénéficier. Mais en tout cas, mon intention est bien celle-ci. Aujourd'hui, vous avez 150 000 euros par régiment qui permettent à chaque régiment d'innover. Et la ministre a mentionné hier le travail de sous-officiers d'unités de chars qui ont développé un kit, en plus avec une notice type IKEA, qui permet à chaque unité de le reconstituer
sur la protection des chars, pas cher, efficace, parfaitement adapté, et que nos soldats savent mettre en œuvre. Donc ça, c'est très possible. J'en parle beaucoup avec le délégué général pour l'armement, parce que je suis aussi un ancien opérationnel et je sais très bien ce qui peut se passer. Les opérationnels ont de très bonnes idées, ils développent des réponses qui marchent pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, il faut recommencer parce que l'entreprise a disparu, il n'y a plus de pièces détachées dans le commerce. Donc moi, je souhaite un accompagnement du terrain par l'expertise de la DGA pour favoriser l'innovation, un bon dialogue avec toutes les entreprises qui apportent des solutions ou de l'envie de trouver des solutions, et ensuite avoir la capacité à le reproduire sur d'autres unités que celles concernées. Il faut accepter la disparité. Il n'y aura pas d'uniformité sur toutes les armées françaises. Ça, j'en ai beaucoup parlé avec le général Schill. Il faut accepter que des régiments aient certains drones et d'autres. Ce n'est pas gênant, en fait. Et ça va tourner tellement vite que essayer d'avoir la même radio dans toutes les armées françaises, c'est illusoire, alors que le numérique est révolutionné tous les ans. Il faut accepter, c'est un changement de culture. L'armée de l'air aujourd'hui a une difficulté parce qu'elle n'a pas la capacité à passer des achats, elle n'a pas d'acheteurs en propre. Donc dans cette subsidiarité, c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Mais armée de terre marine ont déjà des premiers flux financiers. C'est quelque chose que je veux poursuivre avec une règle qui est que ça doit être fait en lien avec la DGA et l'AID en particulier, cette agence de l'innovation défense, qui a recensé toutes les pépinières de solutions. Et la deuxième, qui est de ne pas perturber le modèle global des armées. Cette subsidiarité, elle doit s'arrêter à un moment, parce que vous le voyez bien, vous qui avez la vision complète des enjeux qui vont de l'hébergement, du financement de l'hôpital de l'Aveyron. Et je suis désolé parce que pour notre député de Marseille, je n'ai pas répondu complètement. Il y aura bien 12 millions d'euros sur l'hôpital de l'Aveyron, avec un effort plus important en 2027. Le projet se poursuit, ce qui est un projet majeur. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas me permettre d'avoir un terrain qui commence à avoir trop de liberté, qui compromettrait d'autres pans de la défense. Donc c'est tout cet équilibre qu'il faut concevoir. Mais en tout cas, j'adhère totalement à vos principes. Merci, mon général. La parole est à Geneviève Darrieussecq pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président général. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Et je vous félicite, moi aussi, au nom de mon groupe, pour votre arrivée à l'état-major des armées. Vous avez, je vous remercie pour les propos que vous avez eus à propos de la situation internationale, pour remettre un cadre un petit peu à ce à quoi nous avons besoin de penser en priorité. Je vous remercie aussi de mettre l'accent sur le fait d'être prêt pour un conflit dans 3, 4 ans ou 5 ans. C'est quelque chose de majeur et qu'il faut que l'on entende, parce que 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est demain. Et vous avez parlé de cet effet de masse qui est nécessaire, et je partage complètement ce que vous dites, que nous avons besoin de faire ça à l'échelle européenne. Où en sont nos partenaires européens dans cette réflexion ? Où en sont les réflexions à propos de résilience aussi de la population à l'échelle européenne ? Parce que la seule population française, ce ne sera pas suffisant. Et dans ce domaine-là, en fait, je ne vais pas dire qui commande, mais qui coordonne. Parce que c'est vraiment un enjeu majeur que les pays puissent se mettre d'accord sur, je ne sais pas si c'est un état-major, enfin, sur une instance de coordination afin de pouvoir développer toutes ces politiques. Merci beaucoup, Madame la députée. Ravi de vous retrouver également. Et merci pour vos mots. Sur l'échelle européenne et la capacité à rassembler, je vois 2 aspects. Le constat que je fais, c'est l'extrême gravité de tous mes homologues européens. En fait, là où je m'attendais à certaines postures, dans mes premiers contacts, je vois des
je vois des responsables militaires qui ont envie de trouver des solutions, et des solutions ensemble, et qui acceptent de faire tomber ce que l'on connaissait comme lignes rouges, qui étaient des lignes qui protégeaient énormément un patrimoine de défense nationale, des relations privilégiées avec certains pays en dehors de l'Europe. En fait, il y a cette perception de la nécessité de travailler ensemble aujourd'hui. Je vois que l'Europe n'est pas encore mûre pour accueillir ces questions-là. Mais là encore, c'est en se remettant un petit peu en perspective de notre histoire. J'ai quitté les forces il y a quelques années et l'un de mes premiers postes a été de m'occuper de relations internationales avec l'Europe. À l'époque, on essayait d'acheter des bureaux pour les armées centrafricaines avec des budgets européens. On n'avait pas le droit parce que c'était pour la défense. C'était des bureaux. Aujourd'hui, on parle de défense à Bruxelles. On a des déclarations des plus hauts responsables politiques européens qui parlent de défense, alors parfois peut-être un peu maladroitement, mais en tout cas, ça n'est plus un gros mot. C'était un gros mot il y a 10 ans. On a des budgets, on a des encouragements, des mécanismes qui encouragent à la coopération, à créer des programmes ensemble, à développer ensemble, à faire de la recherche ensemble. Alors, ils ne sont peut-être pas parfaits, mais en tout cas, ça existe et je pense qu'on doit en tirer tout le potentiel. Après, il y a une structure qui n'a pas encore d'imprégnation de conscience de défense. C'est encore des sujets assez théoriques, qui ne sont pas assez incarnés, et donc il n'y a pas de forum bruxellois, européen, dans lequel on arrive à avoir une discussion organisée, comme on peut l'avoir à l'OTAN, autour des questions de défense. Mon appréciation, qu'il ne faut surtout pas, d'ailleurs, essayer d'aller vers une concurrence entre Europe au sens Union européenne, format européen, et OTAN. Pour moi, militaire, l'OTAN, c'est le lieu où j'apprends la grammaire des opérations à plusieurs, ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire avoir la capacité à opérer ensemble, connaître, c'est le Becherel du militaire. Et pour beaucoup de mes partenaires européens, la seule structure de réflexion, le seul état-major, c'est celui de l'OTAN. Il n'y a pas d'état-major national. Donc je pense que si on essayait, nous, d'encourager des nouveaux états-majors, de nouvelles structures de dialogue Union européenne, on se tromperait, parce qu'on provoquerait des réactions de rejet de la part de nos partenaires. En revanche, j'ai été marqué... vous savez, il y a 15 jours, le président a assisté à un conseil au Danemark, conseil européen, et il a sollicité que les chefs d'état-major des armées rassemblent les leurs dans le format de la coalition des volontaires. Donc c'est plus de 30 États qui ont accepté de travailler sur des garanties de sécurité. Je l'ai naturellement fait. Mais j'ai été surpris de voir qu'en appelant mes homologues le lundi pour le vendredi, j'avais 33 chefs d'état-major des armées qui ont répondu positivement. Tous ont dit oui. Donc, il y a cette capacité d'entraînement française. Et je pense que, typiquement sur les défis européens, il faut repartir des besoins opérationnels parce que toutes les discussions qui peuvent avoir lieu sur les niveaux industriels et les niveaux politiques intègrent naturellement une forme de protection des éléments nationaux, peut-être parfois à outrance, et qui privent la capacité à coopérer. La première étape, je pense, doit venir des utilisateurs qui ont des besoins communs. Et sur le système de combat aérien du futur, dont on connaît la complexité du programme, je constate que même si ça n'est pas formalisé, les discussions que l'on a avec les Allemands et les Espagnols font que les chefs d'état-major des armées de l'air et notre chef d'état-major de la marine sont d'accord sur le besoin. Ils sont d'accord sur le besoin. Les crispations sont à un autre niveau. Merci, mon général. La parole est à David Habib pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoires. Merci. Merci, Monsieur le Président. Avec Yannick Favennec, on s'associe aux félicitations et on vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette fonction. Général, vous avez évoqué tout à l'heure, il va y avoir plus
parce que je suis l'un des derniers intervenants en termes de groupe, donc ce sera moins des questions que des commentaires. Vous avez évoqué d'abord sur le problème de l'OTAN. Moi, je partage totalement ce que vous dites. Je suis en train de faire un rapport sur la question. La vraie interrogation, c'est non pas la capacité à démontrer de l'armée française. Il y a un respect, et je peux le constater, j'en suis à ma 12e délégation étrangère, tout le monde constate que l'armée française est aujourd'hui la plus opérationnelle en Europe. Le problème, c'est le politique. J'imagine que dans la fonction qui est la vôtre, vous aurez du mal à confirmer mes propos. Mais je le dis, le problème, c'est le politique, et j'ajoute que ce qui s'est passé au Sahel n'aide pas, chez un certain nombre de nos partenaires étrangers, à considérer que la France est le bouclier de l'Europe. Et de ce point de vue-là, l'article 5 de l'OTAN a encore beaucoup de force, beaucoup de résonance. Même si, je répète, l'armée française est considérée par nos partenaires comme la plus opérationnelle, la plus engagée de l'Union européenne. Le deuxième point, c'est, vous n'en avez pas parlé parce que ce n'est pas exclusivement de votre domaine, c'est le renseignement militaire. C'est le renseignement. Nous sommes avec Yannick Favennec, député depuis 2002. On a entendu beaucoup d'experts en renseignement militaire venir nous dire que l'Irak était... bon, là, on n'était pas élu. L'Irak était une superpuissance militaire, que l'Iran était une superpuissance militaire et que jamais Israël ne viendrait à mettre à mal sa défense aérienne. On a même entendu des experts, y compris certains... oui, je vais finir. Des experts nous dire qu'il n'y en avait que pour 3 semaines en Ukraine. Donc moi, j'aimerais vous entendre sur le problème du renseignement militaire. Merci. Merci beaucoup. Forcément, je vais être très prudent. Je vais être très prudent parce que je sais que mes propos pourront être utilisés dans 20 ans. Bon. Non, peut-être essayer de repartir sur des choses sûres. Le premier, c'est qu'on va poursuivre nos efforts sur le renseignement militaire. C'est majeur au travers de tous les canaux disponibles. Il y aura 600 millions d'euros supplémentaires sur la fonction renseignement dans l'année qui vient. Ensuite, le renseignement militaire, tel que je l'appréhende, c'est quelque chose qui m'aide à comprendre les mécaniques. Mais ça n'est en aucun cas une certitude. Et les opérationnels avec lesquels vous pouvez discuter savent tous qu'il faut garder beaucoup de recul par rapport à l'image qui nous est donnée de ce qui va se passer par nos officiers de renseignement. Maintenant, ce renseignement peut se tromper. Et honnêtement, il faut être très humble. Et l'exercice auquel je me suis prêté de lecture des paramètres du monde, je reste quelqu'un qui doute en permanence. Parce que je ne peux pas avoir de certitude dans un monde qui évolue aussi vite. On sera surpris. Et il faut l'accepter. Et c'est pour ça que le modèle d'armée que l'on porte, qui est des armées cohérentes, qui ne délaissent aucun pan de leur capacité d'action, est fondamental. C'est notre capacité à réagir à une surprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il serait dangereux, et je pense qu'Israël, on a fait malheureusement, on a beaucoup souffert en 2023, n'a pas vu l'attaque arriver. Alors que nous savons à quel point Israël a des services de renseignement performants. Donc il faut douter en permanence. Je pense qu'il ne faut pas être surpris d'erreurs. C'est pas une défaillance, c'est pas du rationnel, c'est de la lecture d'intention, d'indices. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la France a une capacité d'analyse autonome. Et ça, pour moi, c'est clé. Et il ne faut surtout pas le laisser tomber. Cette analyse peut être incomplète, elle peut se tromper, mais c'est pour ça qu'on a plusieurs services de renseignement, c'est pour ça qu'on a des échanges avec nos partenaires pour essayer de croiser les analyses et réduire l'incertitude. Mais je pense qu'il faut être aussi accepter
de ne pas savoir ou de penser savoir mais d'être surpris. Ça fait partie, en tout cas d'un point de vue posture militaire, moi je sais que je serai surpris. Et je ne me repose pas uniquement sur le renseignement militaire. Merci, mon général. Le renseignement qui a le droit à 5 milliards d'euros sur la loi de programmation militaire, si mes souvenirs sont bons. Donc, il n'est pas négligé. Nous avons fini par reprise de parole des orateurs de groupe. Donc, nous passons aux questions individuelles et nous en avons 3. Donc, je vous propose de les prendre toutes les 3 d'affilée. Et nous commençons par Laurent Jacobelli. Merci, Monsieur le Président, mon général. Donc, je vous poserai une question en bon français et vous serez libre de me répondre en européen si vous le souhaitez. Nos armées sont confrontées à un défi majeur, la fidélisation. En 2023, le taux de dénonciation des contrats avant leur échéance a atteint pratiquement un tiers. Mais c'est surtout la hausse des non-renouvellements qui doit nous alerter. Leur nombre est passé de 1680 en 2019 à 2920 en 2023, soit une augmentation de 70%. Le plan de fidélisation, lancé en mars 2024, commence certes à produire quelques effets, mais il reste très en deçà des ambitions fixées par la LPM. Le rapport parlementaire de mes chers collègues sur l'exécution de cette même LPM indique à peu près 265 000 équivalents temps plein, très loin de la cible fixée pour 2024, un écart de 4 576 personnels. Dans ces conditions, les objectifs de création de 6 300 postes nets d'ici 2030 paraissent hors de portée. Mon général, pouvez-vous nous fournir les chiffres actualisés concernant les taux de dénonciation, de non-renouvellement et de désertion? Et surtout, estimez-vous que de nouvelles mesures soient nécessaires pour permettre de respecter les objectifs de la LPM? Merci, mon général. Merci. Il y a 2 autres questions et vous pourrez répondre. Je pense que M. Jacobelli voulait mettre en relief la différence France-Europe, mais je suis persuadé que vous répondrez en très bon français parce que le chef d'état-major des armées ne peut être qu'un très bon français. Alors, la question suivante était pour Natalia Pouzireff. Merci, Monsieur le Président. Général, bienvenue dans notre commission. Félicitations pour votre nomination. La masse, vous l'avez dit, proviendra de la coopération entre les armées européennes. J'y inclurai les Britanniques. Notre défense collective dépend essentiellement des facilitateurs stratégiques américains. Un journal a même chiffré à 1 000 milliards d'euros le coût de remplacement. Je ne sais pas ce qu'il en est de la validité de ce chiffre, mais je sais que ça prendra du temps. Si nous devions, à plus court terme, au moyen terme, réagir à une attaque venant de l'Est et exprimer notre solidarité par rapport aux pays frontaliers, nous devrions faire 100. Comment nous y préparer? En particulier, sur quel système de C2, Single Air Picture, renseignement spatial, pourrions-nous nous appuyer? Merci. La parole est à Catherine Rimbert. Merci, Monsieur le Président. Général, le projet de loi de finances pour 2026 traduit la poursuite de la trajectoire ambitieuse de la LPM avec une augmentation de plus de 6 milliards d'euros des crédits de la mission défense. Mais derrière cette progression globale, de nombreuses inquiétudes demeurent. Disponibilité des matériels, maintien en conditions opérationnelles, formation et fidélisation des personnels. Nos armées font face à une érosion de la disponibilité des équipements liée au coût croissant du MCO et à la tension sur les chaînes industrielles. Dans ce contexte, comment garantir que les crédits nouveaux du PLF 2026 se traduisent par une amélioration concrète de la préparation opérationnelle et non pas par un simple rattrapage des surcoûts et des retards accumulés? En d'autres termes, Général, avons-nous les moyens humains et industriels de nos ambitions capacitaires? Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Mon général, vous avez la parole. Très bien. Monsieur le député, je ne réagirai pas sur la question française. La fidélisation, je ne sais pas si vous avez cherché à regarder un petit peu ce qui se faisait au-delà des armées. Ce serait assez intéressant. En fait, vous avez raison, il y a un sujet de fidélisation avec plusieurs aspects. Je pense que c'est le terreau de notre jeunesse, le premier. Vous savez, les militaires, c'est juste un échantillon de la nation. Il n'y a pas de baguette magique quand on revêt notre uniforme avec un reparamétrage. Nous sommes un extrait de la société.
et de la nation. Et je constate, en discutant avec différents responsables d'autres secteurs, qu'on a tous affaire à une même difficulté, qui est une jeunesse extraordinaire, très motivée, qui fait bien son travail, mais qui, alors qu'elle est entièrement satisfaite de son emploi, à qui on permettrait de rester, décide d'aller voir ailleurs, sans préavis. Et ça, toutes les sociétés y sont confrontées. Donc je veux bien qu'on fasse une forme de catastrophisme sur la situation. Non, il n'y en a pas. On vit tous les mêmes défis. Alors, il y a des réponses. Je pense que sur la fidélisation, et je vous remercie pour tous les efforts qui ont été faits pour les grilles qui sont un rattrapage, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui se fait régulièrement. En tout cas, l'effet des grilles indiciaires sur les militaires du rang, les sous-officiers et les officiers ont un effet majeur de fidélisation. C'est important. Nous sommes en concurrence. Les jeunes nous placent en concurrence. Ce sont des jeunes qui ont un engagement important. Donc ils ont fait leur part de l'engagement pour la France. Au bout de 5 à 10 ans, s'ils estiment qu'il peut y avoir autre chose de mieux ailleurs, ils le font. Donc ça, c'était absolument indispensable. Et je vous remercie pour le soutien qui a été le vôtre sur ces sujets-là. Ensuite, sur la réalisation des effectifs. Il y a eu les années Covid difficiles. En 2025, on aurait pu recruter plus que l'objectif qu'on s'était fixé. On était en mesure de le faire. Moi, je n'ai pas de difficulté aujourd'hui. C'est une entreprise gigantesque de recruter, mais je n'ai pas de difficulté là-dessus. Donc, j'ai aujourd'hui pas d'inquiétude sur la rejointe de cet objectif cible. Maintenant, là encore, je suis humble. Les choses peuvent évoluer. C'est un ouvrage à surveiller en permanence. Mais en tout cas, on sait le faire. Sur Madame Pouzireff, sur la question du leadership américain et notre capacité à se substituer. Pour moi, là encore, je ne souhaite pas porter une dynamique qui serait une dynamique de rupture avec les États-Unis. Surtout pas. En fait, et ce que j'ai essayé de partager avec vous, c'est la qualité des discussions que j'avais avec les responsables militaires américains. Je peux témoigner de l'intensité de la coopération que nous avons avec les États-Unis. On sort des Jeux Olympiques. On sait à quel point la coopération avec les Américains a été importante pour notre sécurité. Donc, les Américains restent un acteur majeur. Il serait illusoire de vous laisser penser, ce serait vous tromper, que de vous laisser croire qu'on est capable de retirer tous les équipements américains qui sont aujourd'hui à la disposition des Européens et qu'on saurait fonctionner de la même manière. Vous avez raison et les chiffres que vous avez donnés l'illustrent parfaitement. En revanche, vous avez en ce moment au Mont-Valérien une équipe d'officiers et de sous-officiers européens. Alors, il y a des Français quand même dans le lot, qui travaillent ensemble sur un système de planification et de commandement qui est franco-britannique. C'est français sur lequel on a agrégé des terminaisons britanniques. Il n'y a pas un Américain dans la pièce, il n'y a pas un système américain qui nous permet de le faire. Donc on sait trouver des solutions européennes. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à construire. Maintenant, on a besoin des Américains et ça reste un allié en pratique sur lequel, en tout cas, moi je pense que notre lien est fondamental. Sur l'érosion des dispositifs, de notre disponibilité des équipements et la question de la cohérence entre les moyens et notre ambition. En fait, c'est tout le travail d'explication qui vous est donné. Moi, je ne vois que du positif. Je vois une grande responsabilité, une grande préoccupation par notre environnement stratégique. Mais je vois que la France a pris les décisions qui nous permettent de faire face à ces défis. Donc je ne suis pas dans une logique de peur ou d'insatisfaction. Je vois que d'année en année, notre défense progresse, que ce que l'on vous propose pour 2026
c'est des améliorations très concrètes pour être capable de faire face dans 3-4 ans à un choc possible. Je vois qu'on a des jeunes qui s'engagent, qui sont motivés, qui sont bons, qui font référence. Vous venez tous de départements où vous avez vu des forces sentinelles dans la rue. Bon, je pense qu'il ne vient pas à l'idée de grand monde d'aller s'en prendre à la force sentinelle. Enfin, s'il y a le choix dans le menu, je pense qu'il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes avant nos soldats. Et ça, c'est dans tous les domaines. Je veux dire, c'est la partie visible pour nos concitoyens. Mais nos soldats sont bons aujourd'hui. Ils sont forts. Les femmes et les hommes qui sont dans les armées ont des moyens extraordinaires pour faire leur mission. Vous l'avez dit, c'est une référence en Europe. On est dans les meilleures puissances au monde. Alors on peut se faire peur, mais pas moi. D'accord ? Moi, j'ai pas peur. J'ai confiance dans nos armées. Elles sont solides. Certes, elles ont la taille de notre pays. Et c'est pour ça que je crois au collectif et à la solidarité. Mais en tout cas, je vois que du positif. Et je pense qu'il faut le dire parce que c'est un effort important pour nos concitoyens. Et cet effort paye. En tout cas, c'est ce que je constate. Merci, mon général. Nous avons une question supplémentaire qui vient d'arriver. Et si je peux me permettre juste une petite observation, donc beaucoup de nos jeunes qui quittent nos armées, beaucoup reviennent comme réservistes aussi. Donc c'est assez intéressant parce que finalement on a des carrières courtes avec des gens qui partent et qui reviennent. Puis finalement ça forme l'armée de la nation dans le modèle de l'armée vue par la LPM avec ses 80 000 réservistes à la fin. Catherine Hervieux, vous souhaitez prendre la parole pour une question. Oui, la prendre, pas la reprendre. Président, général, chers collègues, tout d'abord, général, merci pour merci pour ces échanges aujourd'hui et puis félicitations aussi pour votre prise de poste. Pour dire aussi que le 11 juillet dernier, votre prédécesseur Thierry Burkhardt, le général Burkhardt, avait pointé le réchauffement climatique comme un facteur de déstabilisation. Je le cite, « Il est souvent catalyseur de chaos ». Inondations, incendies, cyclones, chaque catastrophe met l'État sous pression et alimente le discours de défiance, notamment vis-à-vis des politiques publiques et sans doute vis-à-vis de la défense, pour laquelle il faut quand même arriver à embarquer l'ensemble de la nation, et ça, c'est un vaste sujet. Donc, comment vous, dans vos nouvelles fonctions, vous vous saisissez de ces enjeux ? Je vous remercie d'avance. Merci. Et j'ai une autre question qui vient de s'ajouter. La parole est à Laurent Jacobelli. Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est la même parce que j'attends une réponse. Il y a 275 000 équivalents temps plein prévus en 2030 dans la LPM. Je n'ai toujours pas compris si on renonçait à cet objectif et si on n'y renonçait pas, comment on y arrivait et comment on fait si on n'a pas ces 275 000 ? Parce que j'ose espérer que ceux qui ont imaginé cette LPM imaginaient une cohérence entre le matériel, les hommes et la stratégie. Donc s'il y a un des 3 piliers qui ne correspond pas à l'objectif, j'imagine qu'il va falloir revoir les 2 autres. Donc je me permets de réitérer ma question en général. Merci, mon général. La parole est à vous. Merci beaucoup. Madame Hervieux, merci pour vos mots et vous avez raison. Et je souscris à 100% à ce que vous a dit le général Burkhardt au mois de juillet. Le changement climatique est un catalyseur de crise. J'ai à ma droite le général Latil qui a été responsable des forces en Nouvelle-Calédonie. Quand on va sur ces territoires, j'ai eu l'occasion d'aller à Mayotte juste après le cyclone. Naturellement, cette évolution de notre environnement génère des crises, génère des catastrophes. Et donc, pour moi, dans les analyses militaires d'anticipation, ça compte énormément. Et c'est une préoccupation qui est d'ailleurs partagée par nos soldats aujourd'hui. On mène d'ailleurs des études dans différents domaines pour s'adapter à l'évolution du climat. Donc c'est des choses d'anticipation, je ne les développerai pas ici. Mais ça fait partie également pour nous qui essayons toujours d'anticiper les choses, parce que les grandes capacités s'anticipent de 20 ans à peu près. Les différences de température dans tous les milieux font qu'on doit s'y préparer. Mais en tout cas, je vous rejoins totalement. Sur les effectifs et la cohérence, infrastructures, équipements, hommes et femmes qui se sont engagés, oui, c'est un travail que l'on mène en permanence.
cas, ce que je maintiens ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'objectif de notre format reste 275 000 hommes et femmes qui rejoindront nos forces. Et les éléments sur lesquels aujourd'hui je peux m'exprimer sont des capacités de recrutement et de formation qui me permettent d'atteindre cet objectif. Si demain on a un nouveau Covid, peut-être que je reviendrai vous voir dans un an avec d'autres difficultés, mais aujourd'hui, je sais atteindre cet objectif. Et je ne dois pas me contraindre, en tout cas le facteur humain ne me contraint pas dans l'atteinte de la capacité militaire nécessaire à la France. Merci, mon général. Nous avons épuisé toutes les questions. Merci d'y avoir répondu longuement. Merci, mes chers collègues, pour votre présence. Et nous nous retrouvons à 17h30 pour l'audition du chef d'état-major de l'armée de l'air. À tout à l'heure.